Amoura, notre correspondante aux États-Unis. En marge des assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, la délégation guinéenne poursuit les négociations avec les partenaires. À la Société financière internationale, l'on a revu le portefeuille du pays en termes de financement de la SFI, notamment dans les domaines de l'énergie, des mines, du commerce et de l'agriculture. Bonne nouvelle pour le pays, la SFI souhaite apporter son appui à la réalisation du barrage de Soapiti. Ça a été une très très bonne nouvelle pour nous parce que jusqu'à date il y avait quelques difficultés là-dessus, mais le fait qu'ils reviennent à charge et qu'ils expriment clairement leur niveau d'engagement, pour nous c'est une bonne chose. Relativement à ce qui s'est passé pour le cas de l'énergie avec un contrat de gestion AEDG, ils souhaiteraient faire la même chose aussi pour le secteur de l'eau, à SECDONC, et aussi ils s'intéresseraient à l'agriculture, toute chose qui va en droite ligne avec les objectifs du président de la République de faire de la Guinée un grenier agricole. Avec le Trésor américain, les pourparlers aboutissent à un engagement fort. Les partenaires américains sont décidés de faire des finances publiques guinéennes une référence en matière de gestion de la trésorerie et de la transparence budgétaire. Cette transparence, elle est importante dans la mesure où elle nous permet de cibler effectivement des secteurs et de nous assurer que ces secteurs sont effectivement adressés et que les ressources qui ont été votées par le Parlement aillent là où il faut. Une meilleure traçabilité dans l'exécution, moins de corruption, mais aussi le financement des secteurs qui ont été identifiés en conséquence. Nous avons aussi profité pour parler du forum, qui doit nous permettre justement d'aller vers une réflexion sur notre politique fiscale. À l'issue de ce forum, nous saurons mieux quel est le potentiel fiscal réel de notre économie et quel est le potentiel de financement dont on peut disposer en Guinée. Les partenaires apprécient la conclusion positive de la 8e revue avec les institutions de Bretton Woods. Tous encouragent le pays à aller vers un nouveau programme. Comment améliorer les performances des structures déconcentrées du ministère du Commerce? La question préoccupe le ministre. Marc Yombono a fait le tour de ses services, de l'intérieur du pays et à Guékédou, comme vous allez le voir. Le message axé sur la rigueur est bien passé chez les cadres locaux. Falilou Diallo était dans la ville de Tiendena Dembadono, comme on l'appelle. Regardons son reportage. L'élan, voire plus d'efficacité au service déconcentré, voilà la nouvelle ambition qu'affichent les autorités du ministère du Commerce. D'où l'octroi des engins roulants aux agents régionaux de Farana Nzérékoré, un geste qui vient galvaniser le moral de la troupe. Un réconfort moral. Vous savez, pour le bon fonctionnement de tout service, il a besoin de certaines situations. Et le fait de se déplacer est déjà un atout particulier pour la réussite d'une mission. Nous avons une mission sur le terrain. Et pour réaliser cette mission, ces motos vont nous servir, vont nous permettre de joindre tous les coins, tous les bouts afin d'exercer notre mission. La dotation des cadres en moto est un élément extrêmement fort, n'est-ce pas, d'excitation à faciliter l'atteinte de ces objectifs. Réputée comme un grenier agricole, la région de Nzérékoré est devenue aussi de nos jours un pôle d'attraction dans le domaine du commerce. Et pour éviter que l'anarchie règne dans le secteur, de nouvelles mesures sont prises pour réguler les activités commerciales. Notre démarche aujourd'hui, c'est de venir avec ces textes, sensibiliser nos cadres et les amener à les approprier, à l'effet de les mettre en œuvre. Et c'est pourquoi nous envoyons des copies dans chaque région pour les porter au niveau des préfectures, expliquer le contenu et le sens réel de ces textes et de ces actes. À l'instar des autres régions du pays, Farana et Nzérékoré sont aussi confrontés au manque de cadre idéal de travail, de matériel, mais aussi de personnel. C'est en cela que le redéploiement des nouveaux fonctionnaires non postés est une urgence au sein du département. Le déploiement de la fibre optique par voie aérienne entre Conakry et Mamou avance. 160 km de câbles numériques sont tirés sur une distance de 209. Le ministère des Télécommunications et de l'économie numérique suit de près ces travaux, comme le montre ce reportage de Mamadou Saliouba Yayasila.
Les travaux de déploiement de la fibre optique par voie aérienne ont été lancés en août 2016 à Mamou. L'opération consiste à relier cette ville à la capitale Conakry par le câble numérique à travers la ligne électrique de l'EDG. À ce jour, 160 km de fibres sont tirés sur une distance de 209 km. À Kindia, les techniciens du département des postes et télécommunications, personnel de l'équipementier chinois Huawei Technologies en charge du chantier se sont retrouvés pour évaluer les travaux. En Guinée, la construction du réseau backbone national permettra de promouvoir davantage les niveaux de développement des DIC et de réduire la fracture numérique. Aussi bien améliorer la qualité de la communication. Huawei considère les projets backbone national comme étant des projets cœur du développement des DIC en Guinée. Il n'y a pas plus plaisant que de venir sur le chantier et être surpris par les avancées considérables. Le planning initial ne prévoyait pas le résultat que nous avons vu aujourd'hui. C'est pour vous dire que les gens ont fait plus que prévu dans le planning initial. Cela nous a plu à faire tout pour que les premiers tronçons Conakry-Mamou, Conakry-Bokeh, Mamou-Lapé, Mamou-Kankan soient effectivement mis en service d'ici la fin de l'année. Le déploiement de la fibre optique par voie aérienne vise à accélérer les travaux sur l'axe Conakry-Mamou, de quoi répondre à la demande croissante des sociétés de téléphonie mobile. La fin des travaux sur cet axe est annoncée pour fin 2016. Entre Conakry et Mamou et des routes qui sont très étroites, travailler en souterrain au bord de ces routes aurait créé d'énormes problèmes de circulation et ensuite de sécurité pour cette fibre qui va être installée. Donc ça aurait pris beaucoup plus de temps. Donc la solution aérienne est une solution qui a déjà fait ses preuves dans tous les pays de la sous-région, même dans le monde. C'est un outil important de connexion interne également. C'est un outil important de connexion dans nos relations avec les pays voisins. Comme vous avez pu le voir, il y a toute une série d'interconnexions qui vont être mises en place afin que les échanges se fassent beaucoup plus tôt. La presse, qui va vous donner encore davantage de possibilités de transmettre vos données en matière d'information, recevoir toute une série d'informations importantes à travers les réseaux qui seront beaucoup plus solides maintenant, qui seront beaucoup plus modernes et qui seront beaucoup plus indépendants. La fibre optique doit relier l'ensemble du territoire national sur une distance totale de 4000 km. Pour l'heure, 1000 km de fibres sont posés. Les travaux sont exécutés sous la supervision de la société de gestion du backbone national. Je vous emmène dans le Kekandé à Bokeh. Là-bas, le port de GAC Global Alumina est désormais opérationnel. La société annonce le démarrage de l'exportation de la bauxite dans la première phase du projet que notre reporter Mamadou Alpha Baldé suit pour nous. Dans quelques semaines, partiront de ce port les premiers échantillons de bauxite version Guinée Alumina Corporation sur le marché international. Démarrés en 2011, les travaux de construction du quai à conteneurs sont achevés. Pour les 3 années à venir, environ 900 000 tonnes de bauxite seront exportées par le projet. Nous comptons utiliser ce quai dans ce petit laps de temps à servir l'exportation de cette échantillon de bauxite que vous voyez là-bas qui sont déjà commencés à être stockés. Cet échantillon est subordonné et fonction des études qu'on est en train d'élaborer actuellement pour l'extension des rails. Le transport maritime de la bauxite comporte parfois des risques écologiques. Pour les minimiser, le port est spécifiquement aménagé. Sur cet espace dédié au déchargement du minerai avant son embarquement dans les bateaux, une batterie de mesures sécuritaires est en phase d'opérationnalisation. Il y a 2 poches qu'on doit effectuer là-bas. Les 2 poches-là on les appelle les silt dry area. Ça veut dire le lieu là où la boue doit sécher, quoi. C'est en quelque sorte un filtre. C'est pour ne pas que la boue puisse entrer dans l'océan. Donc c'est un système de prévention environnementale. À quelques mètres du quai à conteneurs,
le véritable port d'exportation de GAC en gestation. Sur ce site de 77 hectares, 12 millions de tonnes de bauxite et 2 millions de tonnes d'alumine sortiront chaque année de ce port à l'horizon 2022. Coût global du projet, 5 milliards de dollars américains. Plusieurs techniciens de l'EDG étaient récemment en Côte d'Ivoire pour une formation spécialisée au Centre des métiers de l'électricité de Bingerville. C'est une initiative du programme de renforcement des capacités du projet d'interconnexion Côte d'Ivoire, Sierra Leone, Libéria, Guinée. Nabi Kamara. Ceux-ci sont des techniciens et agents commerciaux de l'EDG. Ils rentrent d'un stage de formation spécialisée au Centre des métiers de l'électricité de Bingerville en Côte d'Ivoire. 80 au total, ils étaient entre 5 et 12 employés par groupe à suivre les cours théoriques et pratiques en 11 modules pendant un peu plus de 2 mois. Nous avons été davantage comblés de découvrir à Bingerville un centre qui, créé en 1970, est devenu sans équivoque un pôle d'excellence de formation, de savoir et de technologie, dont l'objectif est de favoriser l'émergence du savoir des futurs et de former des spécialistes avertis et des experts affûtés, aussi bien pour la CIE, la Côte d'Ivoire que tous les secteurs de l'Est d'Afrique. Pendant le stage, les cours ont porté, entre autres, sur la maintenance ligne, la prévision des charges et placement des groupes, la gestion commerciale et la maintenance du réseau de distribution. Les rapports d'exécution des sessions de formation mentionnent clairement que les stagiaires ont hâte de retourner au CME pour satisfaire pleinement leur référentiel de compétences. C'est pourquoi les autorités de l'EDG, du WAP et du département en charge de l'énergie et de l'hydraulique sont prêtes à faire profiter les autres techniciens de ce genre de formation. Quelle que soit l'importance des crédits qui nous seront alloués, des prêts qui nous seront faits, du matériel qui arrivera sur le port ou dans les usines, tout ça ne servira à rien s'il n'y a pas les hommes derrière pour le servir. Et pour pouvoir servir tout ça, il faut du professionnalisme. Et le professionnalisme, c'est l'instruction, c'est la formation. Cette formation est un tremplin. Pourquoi un tremplin? À partir du moment où le début est bon, la suite est sûre. Ce stage de formation des techniciens de l'EDG se situe dans le cadre du programme de renforcement des capacités du projet d'interconnexion Côte d'Ivoire, Libéria, Sierra Leone, Guinée. Chapitre santé, c'est officiel. Les journées nationales de vaccination contre la polio ont pris fin ce dimanche. Sur toute l'étendue du territoire national, les enfants de 0 à 5 ans sont vaccinés dans les différentes régions du pays. L'opération a duré 4 jours et s'est bien déroulée. Les explications de Sori de Kira. Éradiquer la poliomyélite en Guinée d'ici 2017, c'est le challenge du gouvernement et ses partenaires. D'où cette mission de supervision de la campagne de vaccination dans l'arrière-pays. La mission veut s'assurer du respect des principes édictés par les autorités et les partenaires du secteur de la santé. Au nombre de ces principes, le porte-à-porte des agents vaccinateurs, considéré comme le meilleur moyen pour atteindre le plus grand nombre de la population cible, c'est-à-dire les enfants âgés de 0 à 5 ans. Des fois, on arrive chez quelques mères de la famille, on essaie de fuir avec les enfants. Mais néanmoins, comme lui, il est naturel d'ici, on l'a ajouté à nous, pour qu'il nous aide à sensibiliser les mamans et les papas pour qu'on se corresponde à ce qu'on vaccine leurs enfants. Des fois même, je prends le vaccin, je me vaccine moi-même pour les faire savoir que ça ne tue pas. Les régions touchées par cette mission sont celles de Kindia, Mamou et Farana. Dans chacune de ces localités, les conditions matérielles, techniques et financières sont au cœur des échanges avec les autorités sanitaires de la place. De plus, les populations sont invitées à tous les niveaux à plus d'adhésion en vue du succès escompté de cette campagne. Nous avons constaté un engouement et partout où nous sommes passés, on a constaté que les formations sanitaires, les équipes étaient en place, tout le monde était prêt, tous les intrants étaient disponibles, c'est-à-dire les vaccins, le matériel de vaccination, les frigos étaient là en place et qui marchent. On a trouvé que toutes les équipes étaient prêtes justement et la vaccination a commencé dans les conditions les meilleures et nous espérons que les résultats probants seront obtenus. Il y a une complémentarité entre les autorités administratives
politiques, les autorités sanitaires, les autorités religieuses dans l'exécution d'une activité telle que cette activité de vaccination. Vous avez vu qu'à Mamou, par exemple, les autorités religieuses étaient impliquées dans la planification, n'est-ce pas, l'exécution des journées nationales de vaccination. Nous avons également eu l'opportunité de voir la réaction de la population et des autorités administratives qui ont été impliquées dès le départ dans l'exécution de cette activité. En attendant la prochaine campagne de vaccination prévue les semaines à venir, ce sont 3 187 032 enfants qui sont concernés par cette dernière opération. Le tout concourt à stopper l'évolution de la poliomyélite dans le pays, cette maladie potentielle épidémique qui n'a de remède que la prévention à travers la vaccination. Bientôt un nouvel hôpital à Conakry, c'est un projet de la Caisse nationale de sécurité sociale. Le chantier avance, on estime à plus de 70% l'évolution des travaux qui prendront fin en décembre prochain. Yaya Silla. Le projet de construction de l'hôpital dans le cadre de la coopération entre l'Inde et la Guinée est à sa phase de finition. Les ouvriers s'activent pour respecter les délais du contrat défini entre la Caisse nationale de sécurité sociale et le partenaire indien. Le chantier avait enregistré un retard dans l'exécution des travaux, retard dû entre autres aux intempéries. La réserve d'eau, par exemple, que vous voyez, on a été confronté à une remontée capillaire sans précédent. Donc l'entreprise a beaucoup souffert, il a fallu plusieurs techniques pour pouvoir être au moins à ce niveau. Vous verrez que devant le bloc là, vous avez la fosse septique d'une très grande capacité construite dans les techniques de l'art. Et là aussi, ça n'a pas été facile avec la remontée capillaire. Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale a visité le chantier. En compagnie du directeur général adjoint de la Caisse nationale de sécurité sociale, ils ont visité le bâtiment principal qui construit l'essentiel des travaux. De la réception au bloc opératoire en passant par la salle d'accouchement et les salles de réanimation, le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale s'est réjoui du travail déjà accompli. Je suis très optimiste quant à la réalisation du projet dans les délais. Malgré toutes les difficultés, le projet avance lentement mais sûrement. Aujourd'hui, je suis fier que notre ami et partenaire Dr Kumar soit arrivé à ce niveau. Donc fini ce que j'ai toujours appelé l'exil médical, le tourisme médical fini. Donc cet hôpital-là va combler. Depuis 1994, la classe ouvrière était en train de se battre pour avoir cet hôpital. Et si, dans cette mandature, la classe ouvrière va obtenir ce bijou, nous ne pouvons que tirer le chapeau d'abord pour le gouvernement, l'encourager, mais ceci ne nous empêchera pas encore de continuer à revendiquer pour que notre condition soit plus améliorée. Le projet de construction de l'hôpital indo-guinéen est reparti en 3 composantes. Le bâtiment principal, les 3 annexes et l'aménagement général de la cour ainsi que la morgue. À ce jour, les travaux sont à 72% d'exécution. Une question, comment promouvoir la culture de la citoyenneté? La réponse pourrait se trouver dans une rencontre entre partis politiques, sages et ministres de la citoyenneté. Une question d'actualité quand dans le pays, la notion de citoyenneté est très souvent bafouée. Aïssata Marshall. Pour la première édition de la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix, le ministre Khalifa Gassama Diaby s'est entretenu avec les représentants des partis politiques et coordination régionale. Les débats portent sur l'implication de ces derniers dans le renforcement de la cohésion sociale, ancrage d'une démocratie véritable. La nécessité d'organiser cette semaine est une nécessité légale. Nous savons à quel point les partis politiques ont besoin de citoyens. Donc leur implication dans ce processus est essentielle pour sa réussite, mais aussi pour leur permettre, eux, en tant que partis politiques, de jouer, de faire de la politique de façon républicaine, d'avoir des citoyens qui se comportent en citoyens.
Les représentants des partis politiques et coordination régionale ont salué l'idée de l'organisation de cette semaine nationale de citoyenneté et de la paix. Ils promettent de jouer pleinement leur rôle dans la consolidation des tissus sociaux. C'est d'une importance très capitale, il faut le dire. Parler de la citoyenneté, c'est chose qui a manqué en Guinée. Si nous voyons un ministère au sein même de cet État qui parle de la citoyenneté, nous ne pouvons que l'accompagner. Si nous démontrons la citoyenneté aux enfants, du bas âge jusqu'à nos jours, je crois qu'il y aura apaisement. Par ailleurs, le ministre Gassama Diaby a insisté sur le caractère républicain de la journée, comme pour dire qu'à l'occasion, les discours et les actes doivent exclusivement s'inscrire dans la dynamique de la promotion de la citoyenneté. Dans l'actualité nationale à Conakry, les violences faites aux femmes interpellent le réseau ouest-africain des jeunes filles et femmes leaders de Guinée. 11 volontaires s'engagent à intensifier le combat pour freiner ce phénomène dans le pays. C'était lors de la deuxième assemblée générale de l'organisation. Le point avec Marie-Angélique Bangoura. Les filles et les femmes sont souvent victimes de viols, de mariages précoces, de mutilations génitales féminines et excisions. Mais des associations sont engagées à étouffer ces fléaux. C'est donc ce combat que s'est assigné ROAGEF, le réseau ouest-africain des jeunes filles et femmes leaders de Guinée. À leur deuxième assemblée générale, les 11 membres, uniquement femmes, tiennent à réaffirmer leur engagement à lutter contre toutes les formes de violence en Guinée. Tout ce qui est violence basée sur le genre, vous avez les mutilations génitales, vous avez l'excision, vous avez, comme on appelle, les mariages précoces, vous avez les violences conjugales. Tous ces mots-là sont des mots qui retardent, qui freinent le développement de la femme. Et nous voulons que la femme guinéenne s'exprime, qu'elle exprime tout son leadership. Et nous sommes là pour accompagner ce processus-là pour le développement des droits des femmes, mais pour le développement de la Guinée. La relance de ce réseau est en plus pour appuyer l'initiative du gouvernement et de ses partenaires pour la cause des jeunes, des filles et des femmes. La politique d'encourager les femmes, c'est une politique forte chez nous, en Grande-Bretagne. Et nous voulons faire tout ce que nous pouvons pour encourager les femmes partout dans le monde, ici aussi en Guinée. Je voudrais dire toute ma satisfaction au niveau du ministère et aussi la fierté du gouvernement guinéen, du président de la République, de voir des femmes qui se prennent en charge, des femmes qui sont prêtes à relever les défis du développement de notre pays, les défis de leur présence effective dans les instances de décision et de faire en sorte qu'elles puissent jouer un rôle actif dans le développement de notre pays. Pour la petite histoire, ROAGEF voyait le jour en janvier 2006. Après plusieurs années de fonctionnement, le réseau s'est retrouvé absent sur la scène nationale jusqu'à ce que les 11 volontaires dames décident de reprendre son contrôle. Aujourd'hui, présentes au-delà des frontières guinéennes, ces femmes sont chargées de dynamiser le ROAGEF pour l'atteinte des objectifs de la CEDEAO en termes de la préservation des droits de cette couche et de l'épanouissement de celle-ci. Assemblée générale de l'univers de formation, Uniforma, un signe qui se fixe pour objectif la sensibilisation des femmes sur l'intérêt de la formation pour une meilleure insertion professionnelle. Le point avec Valérie Tali Mané, Younous Atawel Kamara. Pour pérenniser les actions de cette ONG, plusieurs femmes issues des autres organisations soutiennent le projet. Elles comptent travailler en synergie dans le cadre de l'épanouissement du genre féminin. Notre vision principale, c'est autonomiser les personnes vulnérables qui sont les enfants et les femmes. Nous avons déjà réuni un certain nombre d'organisations féminines avec lesquelles nous allons évidemment élargir pour lancer une forte synergie d'action, de promotion et de protection de la femme.
Aujourd'hui, Uniforma est présent en Belgique, au Canada, en Côte d'Ivoire et dans plusieurs autres pays dans le monde. L'idée de créer cette ONG vise à apporter un soutien au développement des personnes par la promotion de la formation et les techniques de création d'emplois. En tant qu'ONG, un terrain dans un pays comme la Guinée, il faut avoir des partenaires qui maîtrisent le terrain. Parce que ce sont ces partenaires qui vont donc nous orienter, qui vont donc nous instruire par rapport aux besoins de la population. Donc on a réussi d'abord à avoir un nombre important de partenaires et maintenant nous sommes à la phase maintenant de lancement de nos projets. Créée en Côte d'Ivoire, l'ONG offre des opportunités de formation à l'étranger pour les jeunes. Elle agit en faveur des couches sociales les plus vulnérables, notamment les femmes et les enfants, pour un développement durable. À Dar Salam, en banlieue de Conakry, un bâtiment de 5 classes est décoiffé par un entrepreneur sans l'avis des responsables de l'école ni ceux du quartier. Ça dure 1 an et on ne sait toujours pas pourquoi l'école est décoiffée. Alassane Diogobari s'est intéressé à ce dossier. Regardons son reportage. Il s'agit d'un entrepreneur qui aurait décroché un contrat de rénovation de ce bâtiment scolaire. Un bâtiment de 5 classes et une direction de cette école primaire publique dans le quartier Dar es Salam, commune de Ratoma. Depuis l'année dernière, l'entrepreneur a entamé les travaux décoiffant le bâtiment, mais 1 an après, rien. Et les élèves censés étudier ici sont éparpillés, soit dans des écoles privées ou ont tout simplement abandonné. Les gens là sont venus, c'était un vendredi le 23 octobre, ils sont venus. Moi je n'étais pas là. Par un coup de téléphone, mon directeur m'a appelé, comme quoi de venir à l'école. Il y a des gens qui sont venus pour la rénovation de notre établissement. Ça c'était vers 9h30 comme ça. Donc directement je me suis retournée. J'étais en déplacement, je partais vers Dubreka. C'est ainsi que je me suis retournée, venue à l'école. Arrivé, moi j'ai trouvé qu'une bonne partie du bâtiment a été décoiffée. Je ne sais rien, bon, je ne pouvais pas dire que c'est ce groupe-là. Nous n'avons pas reçu l'ordre de mission. C'est par un coup de téléphone que mon directeur m'a appelé, dit va vite parce que lui il est un peu souffrant. Et des secteurs environnants affirment également ne pas être informés du projet de rénovation de ce bâtiment. Un bâtiment qui était pourtant fonctionnel. D'abord, on a saisi la direction de l'école. La direction de l'école a cherché à se décharger. Nous sommes allés voir la direction communale d'éducation. Elle-même, vraiment, c'est comme si elle n'était pas saisie officiellement. Et nous avons écrit justement une lettre à l'intention du ministère de l'enseignement universitaire et alphabétisation sous couvert de la direction communale de l'éducation de Ratoma. Et donc, le coupable est en train d'être cherché. Pour moi encore, c'est ceux-là qui ont autorisé l'entrepreneur à venir travailler. Et ils n'ont pas réagi. Et nous sommes obligés de réagir parce que nous souffrons ici. Là. Jusqu'à présent, on n'a pas pu mettre main sur l'entrepreneur. De 1075 élèves, l'école de Dar es Salam ne reçoit aujourd'hui que 925 du fait de ce chantier qui piétine. Une situation qui interpelle au-delà de l'entrepreneur, les responsables éducatifs de la commune de Ratoma et pourquoi pas le département de l'enseignement préuniversitaire. Culture pour terminer, ça va faire du bien à tout le monde avec cette œuvre reproduite sur scène par le Théâtre national de Guinée au Centre culturel franco-guinéen. Il s'agit d'un roman intitulé L'emblème. Il décrit les 3 époques que la Guinée a connues depuis son accession à l'indépendance. L'écrivain s'appelle lieutenant-colonel Massouri Fofana. Reportage en images avec lieutenant Fodi Aboubakar Bangoura, correspondant de la presse militaire. La corde au cou ou le cou à la corde est une histoire qui dépeint le passé des 3 régimes que la Guinée a connus à travers des couleurs et sur une toile allégorique. Ponctué d'humour, de chants et de danse, comme les seuls moments où la souffrance laisse la place à la joie et à la liberté. Moi, je suis très satisfait, connaissant d'abord le texte et l'auteur, qui est le colonel Ibrahima Fofana, qui est en ce moment suisse. Le texte est une chose,
mais la mise en scène en est une autre. Mais aussi la mise en scène de la scène, c'est autre chose. Alors vraiment, nous avons des grands hommes de théâtre aujourd'hui. Je comprends que ça bouge effectivement dans tous les sens. Les lignes bougent au niveau de la culture. Voilà. Et quand je vois les jeunes venir vers le théâtre, je crois qu'ils commencent à comprendre que la musique, la culture ne se résume pas qu'à la musique. J'étais très surpris de constater que la culture guinéenne a encore pris de l'élan. Elle a été toujours ce qu'elle a été, mais aujourd'hui avec la nouvelle génération, nous avons vu avec des acteurs talentueux et interprétant textuellement ce qui a été écrit par le premier gouvernement. Inspiré du roman L'emblème de l'écrivain guinéen, lieutenant-colonel Ibrahima Sori Fofana, cette pièce théâtrale vise à orienter les esprits vers la lecture pour une large connaissance de l'histoire de la Guinée, mais aussi promouvoir l'écriture dramatique. C'était juste pour un peu pour rigoler, mais pour rappeler à la Guinée un peu son histoire, quelquefois qui fait rire, parce que sincèrement, il y a des personnages que nous ne citons pas, que nous connaissons tous, qui ont été un peu à la croisée de tous ces chemins. Je pense que prochainement, tout le monde va s'améliorer. C'est pour que la société guinéenne, généralement, la société africaine s'améliore. En fait, pour moi, c'est pas une leçon que je donne. Chacun tire sa solution à lui. C'est juste dire un peu comment nous sommes, nous, population. C'est-à-dire, on est avec tout le monde et avec personne. On donne l'impression qu'on est avec tout le monde, mais tant que tu vis pas. Le lieutenant-colonel Ibrahima Sori Fofana compte utiliser les recettes de son œuvre, L'emblème, au profit de l'hôpital préfectoral de Koya, sa ville natale. Et puis en bref, le Série national de Guinée a perdu ce dimanche face aux Aigles du Carthage, 2-0. C'est le score final du match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde de football Zone Afrique. Voilà, c'est tout pour les infos. Merci de nous regarder à Dakongo, Guémalo, Poukousou et partout à Guékédou. Bonsoir.